Le chevalier à l'armure rouillée par Robert Fischer. Premier chapitre, le dilemme du chevalier. Il y a fort longtemps, dans un très lointain pays, vivait un chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d'amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers, bons, gentils et pleins d'amour. Il combattait les ennemis qui étaient mauvais, méchants et pleins de haine. Il tuait des dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Quand ses affaires marchaient mal, il avait la fâcheuse habitude de sauver les demoiselles, même lorsqu'elles ne le voulaient pas. Du coup, bien que beaucoup lui en fussent reconnaissantes, il y en avait tout autant qui lui en voulaient. Il acceptait cette situation avec philosophie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le chevalier était célèbre pour son armure. Elle reflétait si bien la lumière que, quand il partait livrer bataille, les villageois juraient avoir vu le soleil se lever au nord ou se coucher à l'est, et il allait souvent livrer bataille. Dès qu'il entendait parler de croisade, il se mettait en colère, revêtait sa brillante armure, harnachait son cheval et partait dans n'importe quelle direction. Il était tellement en colère qu'il partait parfois dans plusieurs directions à la fois, ce qui n'était pas le moindre des tours de force. Depuis des années, il rêvait de devenir le premier chevalier de tout le royaume. Il y avait toujours une autre bataille à gagner, un autre dragon à tuer ou une autre demoiselle à sauver. Le chevalier avait une femme fidèle et tolérante, Juliette, qui écrivait de belles poésies, disait des choses intelligentes et manifestait un penchant pour le vin. Il y avait aussi un fils aux cheveux d'or, Christophe, qui deviendrait en grandissant, espérait-il, un courageux chevalier. Juliette et Christophe le voyaient très peu lorsqu'il n'avait pas de bataille à livrer, pas de dragon à tuer, pas de demoiselle à sauver. Il était occupé à essayer son armure dont il admirait l'éclat. Avec le temps, il en devint tellement amoureux qu'il se mit à la porter pour manger et même pour aller au lit. Il ne se soucia plus du tout finalement de l'enlever. Peu à peu, sa famille oublia à quoi il ressemblait sans armure. De temps à autre, Christophe demandait à sa mère à quoi ressemblait son père. Dans ces cas-là, Juliette amenait son fils devant la cheminée et lui montrait un portrait du chevalier pendu au-dessus. « C'est ton père, disait-elle avec un soupir. Un après-midi, en contemplant le portrait, Christophe dit à sa mère « J'aimerais voir mon père en personne. »« Ah, tu ne peux pas tout avoir, répondit Juliette d'un ton cassant. Elle ne supportait plus de devoir se contenter d'un tableau pour lui rappeler le visage de son époux, et elle était fatiguée de mal dormir à cause du cliquetis du fer. Lorsqu'il était chez lui, sans être entièrement absorbé par son armure, le chevalier monologuait sur ses exploits. Juliette et Christophe parvenaient rarement à placer un mot. Lorsqu'il s'y risquait, il y mettait un terme en fermant sa visière ou en s'endormant brusquement. Un jour, Juliette attaqua de front son époux. « Je crois que vous aimez votre armure plus que moi. »« Ce n'est pas vrai, répondit le chevalier. Ne vous ai-je pas suffisamment aimé pour vous sauver de ce dragon et vous offrir ce beau château de pierre ?»« Ce que vous aimiez, dit Juliette, jetant un regard à travers sa visière de façon à ce qu'il puisse voir ses yeux, c'était l'idée de me sauver. Vous ne m'aimiez pas vraiment et vous ne m'aimez plus maintenant. »« Je vous aime réellement, insista le chevalier en la prenant maladroitement dans ses bras de fer froid et dur, ce qui faillit lui briser les côtes. « Alors enlevez cette armure pour que je puisse voir qui vous êtes en réalité, exigea-t-elle. « Je ne peux pas l'enlever. Je dois être prêt à harnacher mon cheval et à partir au galop dans n'importe quelle direction, expliqua le chevalier. Si vous n'enlevez pas cette armure, je prends Christophe, je monte sur mon cheval et je sors de votre vie. Las. Ce fut un coup terrible pour le chevalier. Il ne voulait pas que Juliette le quittât. Il aimait sa femme, son fils et son beau château, mais il aimait aussi son armure parce qu'elle montrait à tous qu'il était un chevalier bon, gentil et plein d'amour. Pourquoi Juliette ne voyait-elle pas toutes ses qualités ? Le chevalier était tourmenté. Il arriva cependant à prendre une décision. Il préférait abandonner son armure que de perdre Juliette et Christophe. Précautionneusement, il essaya d'enlever son aume, mais celui-ci ne bougea pas. Il tira plus fort. Le aume tenait bon. Consterné, il tenta de soulever sa visière, mais hélas, elle aussi semblait collée.
Il tira dessus encore et encore, mais rien ne bougea. Pris d'une grande agitation, il se mit à faire les 100 pas. Mais comment cela avait-il pu se produire ? Il n'était sans doute pas très étonnant que le heaume soit coincé, puisqu'il ne l'avait pas enlevé depuis des années. Mais pour la visière, c'était une autre question. Il l'avait ouverte régulièrement pour manger et boire. D'ailleurs, il l'avait ouverte pas plus tard que ce matin même, pour un petit déjeuner constitué d'œufs brouillés et d'un cochon de lait. Subitement, il eut une idée. Sans dire où il allait, il se précipita vers l'atelier du forgeron, situé dans la cour du château. Lorsqu'il arriva, le forgeron était en train de façonner un fer à cheval à la force de ses mains nues. « Forgeron, dit le chevalier, j'ai un problème. »« Vous êtes un problème, sire, » répliqua le forgeron sur un ton sarcastique avec son tact habituel. Le chevalier, qui normalement appréciait la plaisanterie, le regarda d'un air menaçant. « Je ne suis pas d'humeur à faire de l'esprit. Pour l'instant, je suis coincé dans cette armure, mugit-il en frappant le sol de son pied chaussé de fer, touchant par mégarde le gros orteil du forgeron. Ce dernier poussa un hurlement et, oubliant momentanément que le chevalier était son maître, le frappa violemment sur le heaume. Le chevalier ne ressentit qu'un léger désagrément. Le heaume ne bougea pas. « Essaie encore !» ordonna le chevalier, qui n'avait pas compris que le forgeron lui avait obéi sous l'effet de la colère. « Avec plaisir !» répondit le forgeron, se saisissant du premier marteau qui lui tomba sous la main pour le lancer furieusement sur le heaume du chevalier. Le coup ne fit même pas une bosse. Le chevalier était effaré. Le forgeron était de loin l'homme le plus fort de tout le royaume. Si lui n'arrivait pas à l'extraire de son armure, qui le pourrait ? Comme le forgeron était quand même un brave type, sauf quand on lui écrasait le gros orteil, il perçut la panique de chevalier et sa colère tomba. Il devint compatissant. « Vous êtes dans de beaux draps, chevalier, mais ne renoncez pas. Revenez demain, une fois que je me serai reposé. Vous m'avez pris à la fin d'une rude journée. » Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était tendue. Juliette, qui poussait de petits morceaux de nourriture à travers les trous de la visière, s'énervait de plus en plus. Au milieu du repas, le chevalier lui dit que le forgeron avait essayé d'ouvrir l'armure, mais n'y était pas parvenu. « Je ne vous crois pas, vieux tas de ferraille !» cria-t-elle en lui lançant une assiette à moitié pleine de fricassés de pigeons sur le heaume. Le chevalier ne sentit rien. Ce ne fut que lorsque la sauce commença à couler derrière les trous des yeux de sa visière qu'il comprit. Il avait été frappé sur la tête. Il avait à peine senti le marteau du forgeron cet après-midi. En y réfléchissant bien, il se rendit compte que son armure l'empêchait de trop ressentir les choses. Il la portait depuis si longtemps qu'il avait oublié comment on les ressentait sans elle. Il était furieux de voir que Juliette ne le croyait pas quand il disait qu'il tentait d'enlever son armure. C'était pourtant bien vrai qu'il avait essayé avec le forgeron. Tous deux s'y attelèrent pendant plusieurs jours, sans plus de succès. Le temps passait, et le chevalier était de plus en plus découragé, et Juliette de plus en plus désagréable. Finalement, le chevalier dut admettre que les efforts du forgeron n'aboutissaient à rien. « L'homme le plus fort du royaume. Allons donc, tu n'arrives même pas à ouvrir cette boîte de ferraille, » hurla-t-il, frustré. Lorsqu'il rentra à la maison, Juliette lui cria, hystérique. « Votre fils n'a rien d'autre qu'un portrait de son père, et je suis fatiguée de parler à une armure. Je ne vous donnerai plus à manger à travers les trous de ce fichu machin. C'est la dernière fois que j'aurais dû en bouillir une côtelette de mouton. Ce n'est pas de ma faute si je suis coincée dans cette armure. Je devais la porter pour être toujours prêt à partir à la bataille. Autrement, comment aurais-je pu conquérir de beaux châteaux et de beaux chevaux pour vous et pour Christophe ? » « Vous ne l'avez pas fait pour nous, » rétorqua Juliette. « Vous l'avez fait pour vous. » Le chevalier était très malheureux de voir que sa femme semblait ne plus l'aimer. Il craignait aussi que Christophe et Juliette, s'il n'enlevait pas très vite son armure, ne le quittent pour de bon. Il fallait absolument qu'il y parvienne, mais il ne voyait pas comment. Il rejeta une idée après l'autre, les jugeant inaptes à résoudre le problème. Certaines étaient carrément dangereuses. Il se rendait compte qu'un chevalier prêt à faire fondre son armure avec une torche du château, à la faire geler en sautant dans un fossé plein de glace, ou bien à la souffler avec un canon, même si ce n'était qu'en imagination, avait grand besoin d'aide. Incapable de trouver celle-ci dans son propre royaume, il décida d'aller la chercher ailleurs, quelque part, pensait-il,
Il devait bien y avoir quelqu'un capable de l'aider à enlever son armure. Bien sûr, Juliette, Christophe et son beau château lui manqueraient. Il craignait aussi qu'en son absence, Juliette ne trouvât l'amour auprès d'un autre chevalier. Un chevalier qui soit prêt à enlever son armure au moment d'aller au lit et à être un meilleur père pour Christophe. Pourtant, il lui fallait partir. Un matin, très tôt, il enfourcha son cheval et tourna les talons sans regarder derrière lui, de peur de changer d'avis. Avant de quitter sa province, le chevalier voulut s'arrêter pour saluer son roi, qui s'était montré très bon avec lui. Le roi vivait dans un magnifique château, au sommet d'une colline, dans la province la plus chère de tout le pays. Le chevalier passa le pont-levis et dans la cour aperçut le bouffon, assis, les jambes croisées, en train de jouer avec une flûte en roseau. On l'appelait Sac à Malice, parce qu'il portait sur son dos un merveilleux sac aux couleurs de l'arc-en-ciel, plein de toutes sortes de choses qui faisaient rire et sourire les gens. Il y avait d'étranges cartes qu'il utilisait pour dire la bonne aventure, des perles aux brillantes couleurs qu'il faisait apparaître puis disparaître, et d'amusantes petites marionnettes dont il se servait pour insulter, avec humour, son auditoire. « Bonjour, Sac à Malice, dit le chevalier. Je viens faire mes adieux au roi. » Le bouffon leva les yeux. Le roi s'est levé pour partir. Il ne peut rien te dire. Mais où est-il parti ? Demanda le chevalier. Pour une nouvelle croisade. Il s'en va, marchant. Tu seras en retard si tu l'attends. Le chevalier fut déçu d'avoir manqué le roi de peu et contrarié de ne pas avoir pu se joindre à lui pour la croisade. Oh, soupira-t-il, je risque de mourir de faim dans cette armure avant son retour. Je ne le verrai peut-être plus jamais. Il eut l'impression de s'affaisser sur sa selle, mais évidemment son armure l'en empêcha. « Te voilà bien mal fichu. Malgré toute ta force, ton problème n'est pas résolu. »« Je ne suis pas d'humeur à écouter tes vers de mirliton, » aboya le chevalier en se raidissant dans son armure. « Ne pourrais-tu pas, pour une fois, prendre le problème de quelqu'un au sérieux ?» D'une voix claire et lyrique, Sac à Malice chanta. « Les problèmes ne me bercent point, des occasions d'avancer ils sont. » Tu ne chanterais pas cette chanson si c'était toi qui étais coincé là-dedans, grommela le chevalier. Sac à Malice répliqua. Nous sommes tous dans une armure enfermée. La tienne est simplement plus facile à trouver. Je n'ai pas le temps de rester à écouter tes bêtises. Il faut absolument que j'arrive à me sortir de là. Là-dessus, le chevalier éperonna sa monture pour partir. Mais Sac à Malice lui cria. Chevalier, il y a quelqu'un qui peut t'aider à montrer ce que tu es en réalité. Le chevalier arrêta net son cheval et avec précipitation revient vers Sac à Malice. Tu connais donc quelqu'un qui pourrait me sortir de cette armure ? Qui est-ce ? Merlin l'enchanteur. Il te faut rencontrer. Alors, tu sauras comment trouver la liberté. Merlin ? Le seul Merlin dont j'ai entendu parler, c'est le grand et sage maître du roi Arthur. Oui, oui, c'est ce que l'on connaît de lui. Ils ne font qu'un. Le Merlin dont je parle, c'est celui-ci. Mais ce n'est pas possible, s'exclama le chevalier. Merlin et Arthur ont vécu il y a très longtemps. Sac à Malice répondit. Dis, tu as raison, pourtant il est toujours vivant, c'est dans ces bois que le sage t'attend. Mais ces bois sont tellement vastes, dit le chevalier. Comment les trouver ? Sac à Malice sourit. On ne pourra jamais savoir combien de temps il faudra, jours, semaines ou années, mais quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Je ne peux pas attendre que Merlin paraisse, je dois le chercher, dit le chevalier. Il tendit la main à Sac à Malice et, emporté par la gratitude, la lui serra et croisant ses doigts avec le gantelet. Sac à Malice hurla. Le chevalier lâcha aussitôt sa main. « Excuse-moi !» Le bouffon frotta ses doigts meurtris. « Lorsque l'armure de toi sera tombée, tu sentiras aussi la douleur par les autres éprouvée. » « Je suis parti, » dit le chevalier. Il fit faire volte-face à son cheval et, un nouvel espoir au cœur, galopa à la recherche de Merlin. Chapitre 2. Dans les bois de Merlin. Ce n'était pas facile de trouver le rusé magicien. Il y avait de nombreuses forêts dans lesquelles chercher, mais seul, il y avait un Merlin. Le pauvre chevalier
chevaucha donc jour après jour, nuit après nuit, en s'affaiblissant de plus en plus. Dans la solitude des bois, il se rendit compte qu'il ignorait beaucoup de choses. Il s'était toujours jugé très intelligent, mais maintenant qu'il tentait de survivre, il commençait à en douter sérieusement. À contre-cœur, il s'avoua qu'il ne savait même pas établir la différence entre les baies empoisonnées et les comestibles, ce qui transformait chacun de ses repas en un jeu de roulette russe. Boire n'était pas moins hasardeux. Il essayait de plonger la tête dans les ruisseaux, mais alors son aume se remplissait d'eau. 2 fois, il faillit se noyer. Comme si cela ne suffisait pas, il s'était perdu dès son entrée dans les bois. Il ne savait pas reconnaître le nord du sud, l'est de l'ouest. Heureusement, son cheval, lui, savait. Après des mois de vaines quêtes, le chevalier était plutôt découragé. Il n'avait toujours pas trouvé Merlin, bien qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Et ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il ne savait même pas à quelle distance correspondait une lieue. Un matin, il se réveilla plus faible que d'habitude et un peu bizarre. Ce fut ce matin-là qu'il trouva Merlin. Le chevalier reconnut le magicien au premier coup d'œil. Il était assis sous un arbre, vêtu d'une longue robe blanche, entouré par les animaux de la forêt. Des oiseaux étaient perchés sur ses épaules et ses bras. Vexé, le chevalier secoua la tête de gauche à droite, ce qui fit grincer son armure. Comment tous ces animaux ont-ils pu trouver Merlin si facilement alors que j'ai eu tant de mal ? Péniblement, il descendit de son cheval. « Je vous cherchais, dit-il au magicien, je suis perdu depuis des mois. »« Pas des mois, toute ta vie, » corrigea Merlin qui croqua un bout de carotte, puis en donna un morceau au lièvre le plus proche. Le chevalier se raidit. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être insulté. »« Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour une insulte, » dit Merlin, en partageant le reste de la carotte avec d'autres animaux. Le chevalier n'apprécia pas beaucoup non plus cette remarque, mais il était trop affaibli par la faim et la soif pour s'en aller. Il préféra donc laisser choir sur l'herbe son corps bardé de métal. Merlin le regarda avec compassion. « Tu as beaucoup de chance, commenta-t-il, tu es trop faible pour t'enfuir. »« Que voulez-vous dire par là ?» Merlin, en guise de réponse, sourit. « On ne peut pas courir et apprendre en même temps. Il faut rester au même endroit à un certain temps. »« Je resterai ici, le temps d'apprendre à sortir de cette armure, » dit le chevalier. « Lorsque tu auras appris cela, affirma Merlin, tu n'auras plus jamais besoin de monter sur ton cheval pour galoper dans toutes les directions. » Le chevalier était trop fatigué pour lui poser des questions sur ce qu'il venait d'entendre. D'une certaine façon, il se sentit réconforté et s'endormit rapidement. Lorsqu'il se réveilla, il vit Merlin et les animaux qui l'entouraient. Il tenta de s'asseoir, mais il était encore trop faible. Merlin lui tendit une coupe d'argent contenant un liquide d'une étrange couleur. « Bois, » ordonna-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le chevalier en regardant le breuvage d'un œil méfiant. « Tu as terriblement peur, » dit Merlin. « Évidemment, c'est la principale raison qui t'a poussé à mettre ton armure au-dessus de tout. » Le chevalier ne fit rien pour démentir, car il avait trop soif. « Très bien, je vais boire. Versez tout dans ma visière. »« Non, » dit Merlin, « ce breuvage est trop précieux pour être gaspillé. » Il cueillit un roseau, plaça une extrémité dans la coupe et glissa l'autre dans les trous de la visière. « C'est une excellente idée, » dit le chevalier. « J'appelle cela une paille, » répondit Merlin. « Pourquoi ? Pourquoi pas ?» Le chevalier haussa les épaules et aspira le liquide à travers le roseau. Les premières gorgées lui parurent amères, les suivantes plus agréables, et les dernières tout à fait délicieuses. Reconnaissant, il tendit la coupe à Merlin. « Vous devriez mettre cette boisson sur le marché, elle se vendrait par bonbonnes entières. » Merlin se contenta de sourire. « Qu'est-ce que c'est ?» dit le chevalier. « La vie, » répondit Merlin. « La vie ? Ah oui, » dit le sage Merlin. « Ne l'as-tu pas trouvée amère au début, puis au fur et à mesure que tu buvais, de plus en plus agréable ?» Le chevalier acquiesça de la tête. « Si, et les dernières gorgées étaient même tout à fait délicieuses. »
c'est quand tu as accepté ce que tu étais en train de boire. Que voulez-vous dire par là? Voulez-vous dire que la vie est agréable quand on l'accepte? N'est-ce pas vrai? Répliqua Merlin en levant un sourcil amusé. Me croyez-vous que je vais accepter cette lourde armure? Ah, dit Merlin, tu n'es pas né avec elle, tu te l'es mise. Ne te serais-tu jamais demandé pourquoi? Pourquoi pas? Répliqua le chevalier avec irritation. Il commençait à avoir mal à la tête. Il n'était pas habitué à réfléchir ainsi. Tu auras les idées plus claires quand tu auras retrouvé tes forces, dit Merlin. Là-dessus, le magicien frappa dans ses mains et les écureuils, tenant des noisettes dans leurs petites bouches, s'alignèrent devant le chevalier. Chacun à son tour grimpa sur les épaules de celui-ci, cassa et mastiqua une noisette, puis en introduisit les morceaux à travers les trous de la visière. Les lièvres en firent de même avec les carottes. Pour finir, le cerf écrasa des racines et des baies puis les donna à manger au chevalier. Cette méthode d'alimentation ne sera jamais remboursée par la sécurité sociale, mais que faire d'autre pour un chevalier coincé dans son armure au fin fond des bois? Les animaux nourrirent régulièrement le chevalier, et Merlin lui donna de grands bols de vie à boire avec la paille. Peu à peu il retrouva ses forces et commença à reprendre espoir. Chaque jour, il posait à Merlin la même question. « Quand pourrais-je sortir de cette armure ?» Merlin lui répondait « Patience. Tu la portes depuis très longtemps. Tu ne peux pas t'en débarrasser si vite. » Une nuit, les animaux et le chevalier écoutaient le magicien jouer sur son luth les derniers succès des troubadours. Après avoir attendu la fin de la journée et la fin de « Je chante tous les jours », d'autres fois, quand les chevaliers étaient fiers et les jeunes filles frêles, le chevalier posa une question qui lui trottait depuis longtemps dans la tête. « Étiez-vous vraiment le maître du roi Arthur ?» Le visage du magicien s'illumina. « Oui, je l'ai été, dit-il. Mais comment pouvez-vous être encore vivant ?»« Arthur a vécu il y a des siècles, s'exclama le chevalier. « Le passé, le présent et l'avenir ne font plus qu'un quand on est relié à la source, répondit Merlin. « Qu'est-ce que la source ?» demanda le chevalier. « C'est la puissance mystérieuse, invisible, qui est à l'origine de tout. » Je ne comprends pas, dit le chevalier. C'est parce que tu essayes de comprendre avec ta tête, mais ta tête est limitée. J'ai une très bonne tête, protesta le chevalier. Et intelligente, ajouta Merlin. C'est elle qui t'a emprisonné dans cette armure. Le chevalier ne put réfuter cet argument. Il se souvint d'une phrase que Merlin lui avait dite à son arrivée. « Tu as mis cette armure parce que tu avais peur. »« N'est-ce pas vrai ?» répondit Merlin. « Non, non. Je la portais pour me protéger quand j'allais me battre. »« Et tu avais peur d'être blessé ou d'être tué ?» ajouta Merlin. « Comme tout le monde, non ?» Merlin secoua la tête. « Qui t'a dit d'aller te battre ?»« Je devais prouver que j'étais un chevalier bon, gentil et plein d'amour. » « Si tu étais réellement bon, gentil et plein d'amour, pourquoi avais-tu besoin de le prouver ?» demanda Merlin. Le chevalier échappa à cette pensée de la manière dont il échappait habituellement aux problèmes, en s'endormant. Le lendemain matin, il se réveilla avec une idée horrible dans la tête. Se pourrait-il qu'il ne soit pas bon, gentil et plein d'amour ? Il se décida à poser la question à Merlin. « Qu'en penses-tu, toi ?» répliqua Merlin. « Mais pourquoi répondez-vous toujours à une question par une autre question ? Pourquoi cherches-tu chez les autres les réponses à tes propres interrogations ?» Le chevalier frappa du pied avec colère, maudissant Merlin à voix basse. « Oh, ce Merlin !» marmonna-t-il. « Parfois il me tape sur les nerfs. » Avec un bruit sourd, il laissa tomber lourdement sous un arbre, son corps surchargé, afin de réfléchir aux questions du magicien. Que pensait-il, lui ? Se pourrait-il, dit-il à voix haute, que je ne sois pas bon, gentil et plein d'amour ? Cela se pourrait, dit une petite voix. Autrement, pourquoi serais-tu assis sur ma queue ? Quoi ? Le chevalier regarda par terre et vit un petit écureuil assis à côté de lui. En réalité, il ne vit que la plus grande partie de l'écureuil, car sa queue lui était cachée. « Oh, excuse-moi, dit-il en levant promptement la jambe de façon à ce que l'animal puisse récupérer sa queue. J'espère que je ne t'ai pas fait mal. Je ne vois pas très bien avec cette visière qui me gêne. »« Ah, je m'en doute, répondit l'écureuil sans aucun ressentiment dans la voix. C'est pourquoi il te faut sans cesse
t'excuser auprès des gens de leur avoir fait du mal. À part un petit malin de magicien, il n'y a rien qui mérite davantage qu'un petit malin d'écureuil, grogna le chevalier. Je ne suis pas obligé de rester là à te parler. Luttant contre le poids de son armure, il fit une tentative pour se remettre debout. Soudain, saisi d'étonnement, il laissa échapper « mais nous sommes en train de nous parler !»« Et ce, grâce à ma bonne nature, » répliqua l'écureuil, « si l'on considère que tu étais assis sur ma queue. »« Mais les animaux ne parlent pas pourtant, » dit le chevalier. « Bien sûr que nous parlons, » dit l'écureuil. « C'est seulement que les gens n'écoutent pas. » Le chevalier secoua la tête de perplexité. « Tu m'avais déjà parlé ?»« Certainement, chaque fois que j'ai cassé une noisette pour la pousser dans ta visière. »« Comment se fait-il que je t'entende maintenant alors que je ne t'entendais pas à ce moment-là ?»« J'admire ton esprit curieux, » commenta l'écureuil. « Mais ne peux-tu jamais accepter une chose telle qu'elle est, simplement parce qu'elle est ?»« Tu réponds à mes questions par des questions, » dit le chevalier. « Tu es resté trop longtemps avec Merlin. Et toi pas assez. » L'écureuil donna un coup de queue au chevalier, puis grimpa sur un arbre. Le chevalier l'appela. « Attends, comment t'appelles-tu ?»« Écureuil, » répondit-il très simplement avant de disparaître dans les plus hautes branches. Stupéfait, le chevalier secoua la tête. Avait-il imaginé toute cette scène ? À ce moment-là, il vit Merlin approcher. « Merlin, dit-il, il faut que je m'en aille d'ici. Je me suis mis à parler avec les écureuils. »« Oh, splendide !» répondit le magicien. Le chevalier parut troublé. « Que voulez-vous dire par là ?»« Rien d'autre. Tu deviens suffisamment sensible pour percevoir les vibrations des autres. » Le chevalier étant visiblement perplexe, Merlin continua son explication. « Tu n'as pas parlé à l'écureuil en mots, mais tu as senti ses vibrations et traduit ces vibrations en mots. J'attendais le jour où tu parleras. Non, j'attends le jour où tu parleras aux fleurs. Ce sera le jour où vous les planterez sur ma tombe. Il faut que je quitte ces bois. »« Où irais-tu ? » ?»« Je retournerai chez Juliette et Christophe. Il y a trop longtemps qu'ils sont seuls. Il faut que je rentre m'occuper d'eux. »« Comment pourrais-tu t'occuper d'eux alors que tu ne peux même pas t'occuper de toi ? » ?»« Mais il me manque, pleurnicha le chevalier. Je veux rentrer chez nous, même en piteux état. »« Et c'est exactement ce que tu feras si tu y vas coincé dans ton armure, l'avertit Merlin. Le chevalier regarda tristement Merlin. « Je ne veux pas attendre d'enlever mon armure. Je veux rentrer tout de suite et être un mari gentil et plein d'amour pour Juliette et un père formidable pour Christophe. » Merlin hocha la tête de compréhension. Il dit au chevalier que c'était très généreux de sa part de vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté. Autrement, il devient un fardeau. « Vous voulez dire qu'ils ne veulent peut-être pas que je revienne ?» demanda le chevalier surpris. « Ils me donneront sûrement une seconde chance. Après tout, je suis l'un des meilleurs chevaliers du royaume. » « Peut-être cette armure est-elle plus épaisse qu'elle n'en a l'air, » dit doucement Merlin. Le chevalier réfléchit. Il se souvint des interminables lamentations de Juliette sur le temps qu'il passait à se battre, sur l'attention qu'il témoignait à son armure, sur sa visière fermée et sur son habitude de s'endormir brutalement pour couper court à toute discussion. Juliette ne voulait peut-être pas qu'il revienne, mais Christophe le voudrait certainement. « Pourquoi ne pas envoyer un mot à ton fils pour lui poser la question ?» suggéra Merlin. Le chevalier reconnut que c'était une bonne idée. Mais comment faire passer la lettre ? Merlin désigna le pigeon qui était sur son épaule. « Rebecca s'en chargera. » Le chevalier était intrigué. « Elle ne sait pas où j'habite. Ce n'est qu'un oiseau stupide. »« Je distingue le nord du sud et l'est de l'ouest, » dit Rebecca d'un ton cassant. « Tu ne peux pas en dire autant ?» Le chevalier s'excusa promptement. Il était bouleversé. Non seulement il avait parlé avec un pigeon et un écureuil, mais tous deux s'étaient moqués de lui, et le même jour. Comme Rebecca était un oiseau au grand cœur, elle accepta les excuses du chevalier et s'envola avec, dans le bec, la lettre griffonnée à la hâte pour Christophe. « Ne roucoule pas avec un pigeon que tu ne connais pas, hein, sinon tu risques de faire tomber ma lettre, » lui cria le chevalier. Rebecca, comprenant que ce dernier avait encore beaucoup à apprendre, ignora sa remarque idiote. Une semaine passa et Rebecca ne revenait pas.
Le chevalier s'inquiétait de plus en plus, car il craignait qu'elle ait été la proie des faucons qu'ils avaient dressés pour la chasse avec les autres chevaliers. Il grimaça de douleur en se demandant comment il avait pu pratiquer un sport aussi criminel. Lorsque Merlin eut fini de jouer du luth et de chanter « Vous aurez un hiver long et froid si vous avez la mine longue et le cœur froid », le chevalier lui fit part de ses soucis à propos de Rebecca. Merlin le rassura d'un petit vers joyeux. Le pigeon le plus intelligent qui n'ait jamais volé ne finira pas de sitôt en fricassé. Tout d'un coup, un grand vacarme se fit entendre parmi les animaux. Tous regardaient le ciel, si bien que Merlin et le chevalier en firent autant. Très haut dans le ciel, ils aperçurent Rebecca qui décrivait des cercles pour atterrir. Le chevalier se releva à grand-peine au moment où Rebecca se posa sur l'épaule de Merlin. Lui prenant la lettre du bec, le magicien y jeta un coup d'œil et dit gravement au chevalier qu'elle venait de Christophe. « Montrez-moi » dit le chevalier, saisissant avidement le papier. Sa mâchoire claquait d'étonnement. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. « Il n'y avait rien d'écrit » s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« Cela signifie, dit Merlin doucement, que ton fils ne te connaît pas assez pour te donner une réponse. » Le chevalier resta debout un moment, hébété. Puis il poussa un gémissement et s'effondra lentement sur le sol. Il s'efforça de retenir ses larmes, car les chevaliers en brillante armure, tout simplement, ne pleurent pas. Mais très vite, il fut submergé par le chagrin, puis, épuisé et à moitié noyé par les larmes qui avaient inondé son aume, il tomba dans le sommeil. Chapitre 3. Le chemin de la vérité. Lorsque le chevalier s'éveilla, Merlin était tranquillement assis à côté de lui. « Je suis désolé de ne pas m'être conduit en chevalier, dit-il. Ma barbe est toute mouillée, ajouta-t-il d'un air dégoûté. Ne t'excuse pas, dit Merlin. Tu as simplement fait le premier pas pour t'extraire de ton armure. Que voulez-vous dire ? Tu verras, répondit le magicien, et se leva. Il est temps pour toi de partir. Cette nouvelle troubla le chevalier. Il avait fini par apprécier sa vie dans les bois avec Merlin et les animaux. De toute façon, il n'avait apparemment aucun endroit où aller. Juliette et Christophe ne semblaient pas souhaiter son retour. Évidemment, il pouvait retourner à ses affaires de chevalerie et partir pour quelques croisades. Il avait une bonne réputation au combat et plusieurs rois seraient heureux de l'avoir, mais se battre n'avait plus de sens pour lui. Merlin rappela au chevalier son nouveau but, se débarrasser de son armure. « À quoi bon ?» demanda le chevalier morose. « Il importe peu à Juliette et à Christophe que je m'en débarrasse. »« Fais-le pour toi-même, » suggéra Merlin. Le fait d'être emprisonné dans cet acier t'a posé beaucoup de problèmes qui ne feront que s'aggraver avec le temps. Tu risques même de mourir d'une pneumonie à cause de ta barbe mouillée. Je crois que mon armure est devenue une entrave, répondit le chevalier. Je suis fatigué de la traîner partout et écœuré de la nourriture en bouillie. Rendez-vous compte, je ne peux même pas gratter le dos quand ça me démange. Et depuis combien de temps n'as-tu pas senti la chaleur d'un baiser, humé le parfum d'une fleur, entendu une belle mélodie sans avoir ton armure au travers de ton chemin ? Je sais plus trop, marmonna tristement le chevalier. Vous avez raison, Merlin, c'est pour moi-même qu'il faut que j'enlève cette armure. Tu ne peux pas continuer à vivre et à penser comme tu l'as fait dans le passé, dit Merlin, car c'est pour cette raison que tu t'es enfermé dans ta prison d'acier. Mais comment changer ? Demanda le chevalier mal à l'aise. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît, expliqua Merlin en l'amenant en direction d'un sentier. Voilà le chemin que tu as suivi pour rentrer dans ces bois. Je n'ai suivi aucun chemin, dit le chevalier. J'étais perdu depuis des mois. Souvent, les gens ne sont pas conscients du chemin qu'ils suivent, répondit Merlin. Vous voulez dire qu'il était là, mais que je ne le voyais pas ? Oui. Tu peux le reprendre en sens inverse, si tu le désires, mais il conduit à la malhonnêteté, à l'avarice, à la haine, à la jalousie, à la peur et à l'ignorance. Êtes-vous en train de dire que j'ai tous ces défauts ? Demanda le chevalier indigné. Il y a des moments où tu en as certains, affirma tranquillement Merlin. Le magicien montra alors un autre chemin, plus étroit que le premier et très abrupt. C'est une rude montée, semble-t-il, observa le chevalier. Merlin acquiesça d'un signe de tête. C'est, dit-il, le chemin de la vérité. Il mène au sommet d'une lointaine montagne et là devient encore plus raide. Le chevalier regarda sans aucun enthousiasme l'abrupte pente. Je ne suis pas certain qu'elle en vaille la peine. Qu'aurais-je à mon arrivée au sommet ? Ce que tu n'auras plus,
expliqua Merlin. C'est ton armure. Le chevalier réfléchit. S'il reprenait le chemin déjà emprunté, il n'avait aucun espoir de se débarrasser de son armure. Il mourrait, probablement de solitude et de fatigue. Apparemment, le seul moyen d'enlever son armure était de suivre le chemin de la vérité. Mais il risquait de mourir en escaladant la montagne. Il regarda le sentier ardu qui se dessinait devant lui, puis l'acier qui recouvrait son corps. « D'accord, dit-il d'un ton résigné. Je vais essayer le chemin de la vérité. » Merlin approuva. Ta décision de te lancer dans l'inconnu malgré le poids de ton armure est très courageuse. Le chevalier savait qu'il avait intérêt à se mettre en route immédiatement, sinon il risquait de changer d'avis. Je vais prendre ma fidèle monture, dit-il. Oh non, dit Merlin en secouant la tête, il y a des passages trop étroits pour un cheval. Il faut y aller à pied. Consterné, le chevalier s'effondra sur un rocher. Je crois que je ferais mieux de mourir d'une barbe mouillée, dit-il. Son courage déclinait rapidement. Tu ne seras pas obligé de voyager seul, lui dit Merlin. Écureuil t'accompagnera. Qu'attendez-vous de moi, que je monte sur son dos demanda le chevalier, angoissé à la pensée d'accomplir un voyage pénible en compagnie de cet animal à la langue bien pendue. Et tu risques fort de ne pas pouvoir monter sur mon dos, dit Écureuil. Mais tu auras besoin de moi pour t'aider à manger. Qui d'autre mâchera des noisettes pour toi et les poussera à travers ta visière? Rebecca descendit d'un arbre voisin d'où elle avait écouté la conversation et atterrit sur l'épaule du chevalier. « Moi aussi, je t'accompagnerai. Je suis déjà allée jusqu'au sommet de la montagne. Je connais le chemin, dit-elle. » L'aide que lui offraient les deux animaux redonna au chevalier le courage dont il avait besoin. « Eh bien ça, c'est quelque chose, se dit-il, l'un des meilleurs chevaliers du royaume ayant besoin de se faire encourager par un écureuil et un oiseau. » Il se mit à grand-peine sur ses pieds, indiquant ainsi à Merlin qu'il était prêt à entamer son voyage. En se dirigeant vers le chemin, le magicien donna au chevalier une magnifique clé d'or qu'il portait accrochée à son cou. Cette clé ouvrira la porte des 3 châteaux qui te barreront la route. « Je sais, hurla le chevalier en colère. Il y aura une princesse dans chaque château et je tuerai le dragon qui la garde et la sauverai. »« Assez !» l'interrompit Merlin. « Il n'y aura pas de princesse. S'il y en avait une, tu ne serais pas en état de sauver qui que ce soit. Tu dois d'abord apprendre à te sauver toi-même. » Ainsi réprimandé, le chevalier se calma, tandis que Merlin continuait. « Le premier château s'appelle Silence, le deuxième Connaissance et le troisième Volonté et Audace. Une fois à l'intérieur, tu ne trouveras la sortie qu'après y avoir appris ce que tu es censé y apprendre. » Pour le chevalier, ce programme n'était pas tout à fait aussi amusant que de sauver des princesses. De plus, pour l'instant, les visites de château ne l'attiraient guère. « Pourquoi ne peut-on pas les contourner ?» demanda-t-il d'un ton boudeur. « Si tu le fais, tu ne retrouveras pas ta route et tu es sûr de te perdre. Le seul et unique chemin qui te permette d'arriver au sommet de la montagne traverse ces 3 châteaux, dit Merlin avec fermeté. » Le chevalier poussa un profond soupir en regardant la sente étroite et raide. Elle disparaissait entre de grands arbres qui s'élevaient jusqu'à quelques nuages bas. Il sentit que ce voyage allait être beaucoup plus difficile qu'une croisade. Merlin perçut les pensées du chevalier. « Oui, convint-il, tu as une autre bataille à livrer sur le chemin de la vérité. Apprendre à t'aimer toi-même. »« Mais comment ?» demanda le chevalier. « Il faudra commencer par apprendre à te connaître, » répondit Merlin. « Mais comme ce n'est pas avec ton épée que tu gagneras cette bataille, tu peux la laisser ici. » Le doux regard de Merlin se fixa un moment sur le chevalier, puis il ajouta « Si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, appelle-moi et je viendrai. » « Voulez-vous dire que vous pouvez apparaître là où je serai, quel que soit l'endroit ?»« Tout magicien qui se respecte en est capable, » répondit Merlin. Puis il disparut. Le chevalier était éberlué. Comment il a disparu ?» Écureuil acquiesça de la tête. « Il joue de temps à autre à ce petit jeu. »« Tu vas y perdre toute ton énergie à bavarder, » gronda Rebecca. « Allons-y. » Le aume du chevalier grinça lorsqu'il secoua la tête en signe d'acquiescement. Ils se mirent en route, Écureuil en tête, puis le chevalier, portant Rebecca sur son épaule. De temps à autre, Rebecca s'envolait pour des missions de reconnaissance, puis revenait raconter ce qu'elle avait vu au loin. Au bout de quelques heures, le chevalier s'évanouit, épuisé et meurtri. Il n'était pas habitué à voyager en armure sans sa monture.
Comme de toute façon le soir tombait, Rebecca et Écureuil décidèrent qu'ils s'arrêteraient là pour la nuit. Rebecca vola en direction des buissons et revint avec quelques baies qu'elle poussa à travers les trous de la visière. Écureuil, dans un ruisseau voisin, remplit d'eau quelques coquilles de noisettes. Le chevalier y but avec la paille que Merlin lui avait donnée. Trop fatigué pour attendre les noisettes qu'Écureuil était en train de lui préparer, il sombra dans le sommeil. Le lendemain matin, il fut réveillé par le soleil qui l'éblouissait. Peu habitué à un tel éclat, il grimaça. Sa visière n'avait jamais laissé passer tant de lumière. Comme il tentait de comprendre le phénomène, il s'aperçut qu'Écureuil et Rebecca le regardaient en bavardant et en roucoulant avec une grande excitation. Se mettant laborieusement en position assise, il s'aperçut qu'il voyait mieux que la veille et qu'il sentait l'air frais sur son visage. Une partie de sa visière s'était cassée et était tombée. Comment cela a-t-il pu se produire, se demanda-t-il. Écureuil répondit à sa question non formulée. Elle a rouillé, puis est tombée. Mais comment demanda le chevalier. À cause des larmes que tu as versées lorsque tu as vu le billet sans un mot de ton fils, dit Rebecca. Le chevalier réfléchit. Son chagrin avait été si profond que son armure n'avait pu l'en protéger, tout au contraire. Ses larmes avaient commencé à briser l'acier qui l'entourait. C'est ça, les larmes, des véritables sentiments, me libéreront de mon armure. Il se mit debout plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Écureuil, Rebecca, cria-t-il, bon sang, attaquons-nous au chemin de la vérité, à l'instant. Rebecca et Écureuil étaient tellement contents de ce qui arrivait au chevalier qu'aucun ne releva qu'il venait de trouver une rime. Tous trois continuèrent leur escalade. Ce fut une journée particulièrement merveilleuse pour le chevalier. Il distingua dans l'air de fines particules de lumière solaire qui filtraient à travers les branches des arbres. Il regarda de près la tête de quelques rouges-gorges et vit qu'ils n'étaient pas tous semblables. Il le fit remarquer à Rebecca qui sautilla en roucoulant joyeusement. Tu commences à percevoir les nuances qui existent dans d'autres formes de vie parce que tu commences à voir celles qui existent en toi-même. Le chevalier tenta de comprendre ce que voulait dire exactement Rebecca. Il était trop fier pour le demander, car il avait toujours l'idée qu'un chevalier se devait d'être plus intelligent qu'un pigeon. Précisément à ce moment, Écureuil, qui était parti en reconnaissance, revint en bondissant allègrement. « Le château du silence est juste après la prochaine montée !» Excité à la pensée de voir le château, le chevalier pressa le pas, escorté d'un bruit métallique. Il atteignit le sommet de la colline hors d'haleine. Effectivement, un château se dessinait au loin, barrant complètement le chemin. Le chevalier avoua sa déception à Rebecca et à Écureuil. Il s'attendait à un bâtiment fantastique, alors que le château du silence ressemblait à n'importe quel autre château de la région. Rebecca, en riant, lui dit « Quand tu auras appris à accepter au lieu d'espérer, tu seras moins souvent déçu. » Le chevalier acquiesça à cette sagesse. « J'ai passé la plus grande partie de ma vie à être déçu. Je me souviens que, couché dans mon berceau, je croyais être le plus beau bébé du monde. Mais ma nourrice m'a regardé et a dit « Tu as un visage que seule une mère peut aimer. » J'ai été déçu d'être affreux et non pas beau. Et navré que la nourrice fût si impolie. Si tu étais simplement accepté comme beau, sa réflexion n'aurait eu aucune importance pour toi. Tu n'aurais pas été déçu, expliqua Écureuil. Cela parut sensé au chevalier. Je commence à penser que les animaux sont plus intelligents que les êtres humains. Le fait que tu puisses dire cela te rend aussi intelligent que nous, répliqua Écureuil. Je ne crois pas que cela ait quelque chose à voir avec l'intelligence, intervint Rebecca. Les animaux acceptent et les êtres humains attendent. On n'entendra jamais un lièvre dire « Ce matin, j'attends que le soleil paraisse pour aller jouer près du lac. Si le soleil ne paraît pas, cela ne gâchera pas sa journée. Il est heureux du simple fait d'être un lièvre. » Le chevalier rumina cette idée. Il ne trouva pas beaucoup de gens qui, dans son souvenir, étaient heureux du simple fait d'être des êtres humains. Ils parvinrent bientôt au portail de l'immense château. Le chevalier tira la clé d'or de son cou et l'introduisit dans la serrure. Au moment où il ouvrait la porte, Rebecca murmura « Nous n'entrons pas avec toi !» Le chevalier, qui commença à aimer les deux animaux et à leur faire confiance, fut déçu qu'ils ne l'accompagnent pas. Il faillit le dire, mais se retint. Il était encore en train d'espérer. Les animaux savaient que le chevalier hésitait à entrer dans le château. « Nous pouvons te montrer la porte, » dit Écureuil, « mais tu dois la franchir seul. » En s'envolant, Rebecca lui cria gaiement «
On se retrouve de l'autre côté. Chapitre 4. Le château du silence. Laissé à lui-même, le chevalier poussa la porte du château et glissa la tête à l'intérieur. Comme il avait les genoux un peu tremblants, son armure émettait un léger cliquetis métallique. Ne voulant pas avoir l'air d'une poule mouillée aux yeux d'un pigeon, au cas où Rebecca aurait encore pu le voir, il prit son courage à deux mains et entra hardiment en fermant la porte derrière lui. Pendant un moment, il regretta d'avoir laissé son épée, mais Merlin lui avait promis qu'il n'y aurait pas de dragon à tuer, et il lui faisait confiance. Il entra dans une immense salle et regarda autour de lui. Il ne vit qu'un feu dans une énorme cheminée en pierre creusée dans l'un des murs et 3 tapis sur le sol. Il s'assit sur celui qui était le plus près du feu. Très vite, il remarqua 2 choses étranges. Tout d'abord, il ne semblait pas y avoir de porte conduisant à une autre partie du château. Ensuite, il régnait un silence extraordinaire, surnaturel. Il eut un choc lorsqu'il s'aperçut que le feu ne crépitait même pas. Il avait cru que son propre château était silencieux, et surtout dans les périodes où Juliette ne lui adressait pas la parole pendant plusieurs jours. Mais ce n'était pas du tout pareil qu'ici. Le château du silence porte bien son nom, pensa-t-il. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Tout d'un coup, il fut surpris par le son d'une voix familière derrière lui. « Bonjour, chevalier !» Ce dernier se retourna et stupéfait vit le roi s'approcher de lui depuis l'autre bout de la pièce. « Sire !» dit-il le souffle coupé. « Je ne vous avais même pas vu, que vous faites-vous ici ?»« La même chose que toi, chevalier. Je cherche la porte. » Le chevalier regarda de nouveau autour de lui. « Je n'en vois aucune. »« On ne peut pas voir tant qu'on n'a pas compris, dit le roi. Quand tu auras compris ce qu'il y a dans cette pièce, tu verras la porte menant à la suivante. » « J'espère vraiment qu'il en est ainsi, dit le chevalier. Je suis surpris de vous voir ici. On m'avait dit que vous étiez parti en croisade. »« C'est le mot que j'emploie chaque fois que je pars sur le chemin de la vérité, expliqua le roi. Mes sujets comprennent mieux. » Le chevalier le regarda d'un air intrigué. « Tous les gens savent ce qu'est une croisade, dit le roi, mais très peu savent ce qu'est la vérité. »« C'est exact, reconnut le chevalier. Je ne serais d'ailleurs pas sur ce chemin si je n'étais pas prisonnier de cette armure. »« Nous sommes presque tous prisonniers d'une armure, déclara le roi. »« Que voulez-vous dire, sire ?» demanda le chevalier. « Nous dressons des barrières pour protéger ce que nous pensons être. Puis un jour, nous nous retrouvons coincés derrière ces barrières et nous n'arrivons plus à en sortir. »« Je n'aurais jamais cru que vous puissiez être coincé, sire. Vous êtes si sage, dit le chevalier. » Le roi sourit d'un air désabusé. « J'ai suffisamment de sagesse pour me rendre compte que je suis coincé et revenir ici en apprendre davantage sur moi-même. » Le chevalier, croyant que le roi lui montrerait le chemin, reprenait courage. « Dites-moi, sire, dit-il en rougissant, nous pourrions peut-être traverser le château ensemble si nous serions moins seuls. » Le roi secoua la tête. « J'ai déjà essayé. Il est vrai que mes compagnons et moi, nous nous sentions moins seuls puisque nous parlions sans arrêt. Mais quand on parle, on n'arrive pas à trouver la sortie de cette pièce. » Peut-être pourrions-nous simplement marcher ensemble sans parler, suggéra le chevalier. Il n'avait pas très envie d'errer tout seul dans le château du silence. Le roi secoua de nouveau la tête, plus vigoureusement cette fois. J'ai aussi essayé. Le vide était moins pénible, mais je ne voyais pas non plus la porte. Le chevalier protesta. Mais si nous ne parlions pas? Être silencieux vaut mieux que de ne pas parler, dit le roi. Je me suis rendu compte que quand j'étais avec quelqu'un, je ne montrais que ma plus belle image. Je ne laissais pas tomber mes barrières et ne permettais ni à moi-même ni à l'autre de voir ce que j'essayais de cacher. Je ne saisis pas très bien, dit le chevalier. Cela viendra, répondit le roi, lorsque tu seras resté suffisamment longtemps ici. Il faut être seul pour déposer son armure. Le chevalier était désespéré. Je ne veux pas rester seul ici, s'exclama-t-il en frappant énergiquement le sol de son pied, qu'il posa par inadvertance sur le gros orteil du roi. Celui-ci, hurlant de douleur, claudiqua à travers la pièce. Le chevalier fut horrifié. Déjà le forgeron, maintenant le roi. « Je suis désolé, sire, dit-il en guise d'excuse. Le roi caressait doucement son gros orteil. « Ah, ce n'est rien, cette armure te fait plus de mal qu'elle ne m'en fait. » Puis, en se redressant, il regarda le chevalier d'un air entendu. « Je comprends que tu n'aies pas envie de rester seul dans ce château. Moi non plus, je n'en avais pas envie la première fois que je suis venu. Mais maintenant, je sais ce qu'on doit faire ici. On doit le faire seul. » Sur ces mots, il traversa la pièce en boitant, puis ajouta « Il faut que je m'en aille maintenant. » Perplexe,
Le chevalier lui demanda « Où allez-vous ? La porte est là !» Cette porte n'est qu'une entrée, celle qui permet de passer dans la pièce suivante et sur le mur d'en face. J'avais fini par la voir juste au moment où tu es entré, dit le roi. Que voulez-vous dire par j'avais fini par la voir, vous oubliez donc d'une fois à l'autre où elle se situe demanda le chevalier tout en se posant des questions. Pourquoi le roi se compliquait-il la vie à revenir sans cesse dans ce château ? On n'a jamais fini de parcourir le chemin de la vérité. Chaque fois que je viens ici, je découvre de nouvelles portes au fur et à mesure que je comprends de nouvelles choses. Le roi fit un signe de la main. Sois bon avec toi-même, ami. Mais attendez, s'il vous plaît, appela le chevalier. Le roi tourna la tête pour le regarder avec compassion. Oui. Le chevalier savait qu'il ne pourrait pas infléchir la décision du roi. Y a-t-il un conseil que vous puissiez me donner avant de partir ? Le roi réfléchit un instant puis répondit. C'est là un nouveau genre de croisade pour toi, cher chevalier. Une croisade qui demande davantage de courage que toutes les autres batailles que tu as livrées jusque-là. Si tu trouves la force de rester pour accomplir ce que tu dois faire ici, ce sera ta plus grande victoire. Là-dessus, le roi se retourna, tendit la main comme pour ouvrir une porte, puis s'effaça dans le mur, laissant le chevalier qui n'en croyait pas ses yeux. Le chevalier se précipita à sa suite, espérant que de près il distinguerait lui aussi la porte. Comme il ne trouva qu'un mur apparemment bien solide, il entreprit le tour de la pièce. Tout ce qu'il entendait était le bruit de son armure résonnant à travers le château. Au bout d'un moment, il se sentit plus déprimé qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Pour se remonter le moral, il se mit à chanter des chants guerriers stimulants. « Je viendrai te chercher pour une croisade, chérie, et je suis chez moi partout où je suspends mon aume. » Il les chanta et les rechanta. Sa voix finit par se fatiguer. Le silence couvrit son chant et l'enveloppa d'un calme absolu, accablant. Au bout d'un moment, le chevalier dut s'avouer franchement une chose qu'il ignorait jusque-là. Il avait peur de la solitude. Il aperçut alors une porte dans le mur d'en face. Il bondit vers elle, l'ouvrit lentement et pénétra dans une autre pièce. Cette pièce ressemblait beaucoup à la précédente. Elle était un peu plus petite, mais tout aussi silencieuse. Pour tuer le temps, le chevalier commença à se parler à voix haute. Il dit tout ce qui lui passait par la tête. Il parla de son comportement quand il était petit, de ce en quoi il était différent des garçons qu'il connaissait. Pendant que les autres chassaient la caille et jouaient aux fléchettes, lui restait chez lui à lire. Comme à l'époque, les livres étaient copiés à la main par des moines, il y en avait peu. Il les eut bientôt tous lus. Il se mit alors à adresser avidement la parole à tous ceux qui passaient. Lorsqu'il ne trouvait personne à qui parler, il se parlait à lui-même, tout comme il le faisait maintenant. Il se surprit à dire que s'il avait tellement parlé toute sa vie, c'était pour ne pas se sentir seul. Il réfléchit longuement sur cette découverte jusqu'à ce que le son de sa propre voix se brisât. Elle brisa le silence glacial. « Je crois que j'ai toujours eu peur de la solitude. » Au moment où il disait ces mots, une autre porte apparut. Il l'ouvrit et passa dans la pièce suivante. Elle était plus petite que la précédente. Il s'assit par terre et continua à réfléchir très vite. Il prit conscience que toute sa vie, il avait perdu son temps à parler de ce qu'il avait fait et de ce qu'il allait faire. Il n'avait jamais apprécié un événement au moment même où il survenait. Une nouvelle porte apparut alors. Elle conduisait à une autre pièce, encore plus petite que les autres. Enragé par ce progrès, le chevalier fit une chose qu'il n'avait encore jamais faite. Il resta assis calmement, à écouter le silence. Il s'aperçut que durant la majeure partie de sa vie, il n'avait jamais vraiment écouté quelqu'un ou quelque chose. Le bruissement du vent, le crépitement de la pluie et le chant de l'eau. Cette eau courant dans les ruisseaux avait sans doute toujours été là, mais il ne les avait jamais réellement entendus. Il n'avait pas non plus entendu Juliette quand elle essayait de lui dire comment elle se sentait, surtout quand elle était triste. Il repensa aussi au chevalier qu'il avait été. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles il avait commencé à garder son armure en permanence sur lui était que celle-ci étouffait le son de la voix triste de Juliette. Pour ne plus l'entendre, il lui suffisait de baisser la visière. Juliette avait dû se sentir très seule à parler avec un homme enfermé dans une boîte d'acier. Aussi seul qu'il se sentait seul maintenant, assis dans cette pièce qui ressemblait à une tombe.
Sa propre souffrance, sa propre solitude le submergèrent. Bientôt, il ressentit aussi la souffrance et la solitude de Juliette. Pendant des années, il l'avait forcée à vivre dans un château de silence. Il éclata en sanglots. Il pleura si longtemps que ses larmes débordèrent par les trous de sa visière et mouillèrent le tapis par lequel il était assis. Elles coulèrent vers la cheminée et atteignirent le feu. La pièce tout entière finit par être inondée et le chevalier aurait failli se noyer si une autre porte n'était pas apparue dans le mur, juste à ce moment-là. Bien qu'épuisé par le déluge, il traversa l'eau pour aller jusqu'à la porte et se retrouva dans une pièce guère plus grande que la stalle qui abritait autrefois son cheval. « Je me demande pourquoi ces pièces sont de plus en plus petites, se demanda-t-il à haute voix. Et une voix répondit « Parce que tu es de plus en plus proche de toi-même. » Stupéfait, le chevalier regarda autour de lui. Il était seul, ou du moins l'avait-il cru. Qui avait parlé ? « Toi !» dit la voix en réponse à sa pensée. La voix semblait venir de l'intérieur de lui-même. « Était-ce possible ? » ?»« Oui, c'est possible, » répondit la voix. « Je suis le véritable toi. »« Mais je suis le véritable moi, » protesta le chevalier. « Regarde-toi, » dit la voix avec une nuance de dégoût. « Assis là, à moitié mort de faim, enfermé dans ce tas de ferraille avec une visière rouillée et une barbe trempée. Si tu es le véritable toi, c'est que nous sommes tous les deux dans une sale situation. »« Mais enfin, » dit le chevalier, « pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais entendu prononcer le moindre mot. Maintenant que je t'entends, la première chose que tu me dis, c'est que tu es le véritable moi. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ? » ?»« Je suis là depuis des années, » répliqua la voix. « Mais c'est la première fois que tu es assez silencieux pour m'entendre. » Le chevalier était incrédule. « Si tu es le véritable moi, alors je te prie de me dire qui je suis. » La voix répondit doucement. « Tu ne peux pas espérer tout apprendre à la fois. Pourquoi ne ferais-tu pas un petit somme ? » ?»« D'accord, » dit le chevalier, « mais avant, je veux savoir comment t'appeler. »« M'appeler » demanda la voix surprise. « Mais je suis toi. »« Je ne peux pas t'appeler moi, ça me dérange. »« D'accord, appelle-moi Sam. »« Pourquoi Sam ?» demanda le chevalier. « Pourquoi pas ?» fut la réponse. « Tu dois connaître Merlin, » dit le chevalier. Sa tête commença à s'incliner, puis ses yeux se fermèrent et il tomba dans un profond et paisible sommeil. À son réveil, il ne savait pas où il se trouvait. Il était seulement conscient de lui-même. Le reste du monde semblait avoir disparu. Lorsqu'il fut tout à fait réveillé, il s'aperçut qu'Écureuil et Rebecca étaient assis sur sa poitrine. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda-t-il. Écureuil se mit à rire. « Nous ne sommes pas là-bas. Tu es dehors, » roucoula Rebecca. Le chevalier ouvrit plus grand les yeux et se mit en position assise. Il regarda autour de lui avec étonnement. C'était vrai. Il était couché sur le chemin de la vérité, de l'autre côté du château du silence. « Comment suis-je sorti de là ?» demanda-t-il. Rebecca répondit « Par la seule issue possible, tu as pensé ta sortie. » « La dernière chose dont je me souvienne, dit le chevalier, est que j'étais en train de parler à... » Il s'arrêta. Il voulait parler de Sam à Écureuil et à Rebecca, mais ce n'était pas facile à expliquer. De plus, il avait peut-être imaginé toute l'histoire. Il avait besoin de réfléchir. Levant le bras pour se gratter la tête, il mit un bon moment avant de s'apercevoir qu'il était en train de se gratter réellement la tête. Il porta ses deux mains gantées de fer à sa tête. Son aume était tombé. Il toucha son visage et sa longue barbe détrempée. « Écureuil, Rebecca !» cria-t-il. « Nous savons, » dirent-ils en chœur joyeusement. « Tu as sans doute encore pleuré dans le château du silence. »« C'est exact, » répondit le chevalier, « mais comment un aume entier peut-il rouiller en une nuit ?» Les animaux éclatèrent de rire. Rebecca battait des ailes sur le sol. Le chevalier crut qu'elle avait perdu la tête. Il leur demanda ce qu'ils trouvaient si drôle. Écureuil fut le premier à reprendre son souffle. « Tu n'es pas resté dans le château une seule nuit ? » ?»« Alors combien de temps ? » ?»« Que dirais-tu si je t'annonçais tu y es resté si longtemps que j'aurais pu ramasser facilement plus de 5000 noisettes ? » ?»« Je dirais que vous êtes fou. »« Tu es resté dans le château très très longtemps, » affirma Rebecca. Le chevalier resta bouche bée d'incrédulité. Il regarda le ciel et d'une voix tonnante dit « Merlin, j'ai à vous parler. » Comme il l'avait promis, le magicien apparut. Il était nu, hormis sa longue barbe, et tout dégoulinant. Apparemment, le chevalier l'avait surpris dans son bas. « Désolé d'être importun, » dit le chevalier, « mais c'est une urgence.
Pas de problème, dit Merlin l'interrompant, les magiciens sont souvent dérangés. Il secoua l'eau de sa barbe. Pour répondre à ta question, c'est exact, tu es resté très longtemps dans le château du silence. Merlin ne manquait jamais de surprendre le chevalier. Comment savez-vous que je comptais vous poser cette question? Je me connais, donc je te connais. Nous faisons partie l'un de l'autre. Le chevalier réfléchit un instant. Je commence à comprendre. C'est parce que je suis une partie de Juliette que je ressentais sa souffrance? Oui, répondit Merlin. C'est pourquoi tu pouvais pleurer pour elle aussi bien que pour toi. C'était la première fois que tu versais des larmes pour quelqu'un d'autre. Le chevalier dit à Merlin qu'il en était fier. Le magicien sourit avec indulgence. La fierté d'être humain n'a aucun sens. C'est comme si Rebecca était fière de voler. Rebecca est née avec des ailes. Tu es né avec un cœur et désormais tu l'utilises comme tu étais destiné à le faire. Vous savez vous y prendre pour abattre le moral, dit le chevalier. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec toi. Tu t'en sors très bien, sinon tu n'aurais jamais rencontré Sam. Le chevalier se sentit soulagé. Alors je l'ai vraiment entendu? Ce n'était pas que mon imagination? Merlin eut un petit rire étouffé. Non, non, Sam est réel. C'est un moi plus réel que celui que tu as appelé je durant toutes ces années. Tu n'es pas en train de devenir fou. Tu commences simplement à entendre ton véritable moi. C'est la raison pour laquelle le temps est passé si vite sans que tu t'en aperçoives. Je comprends pas, dit le chevalier. Tu comprendras au moment où tu traverseras le château de la connaissance. Là-dessus, Merlin disparut avant que le chevalier ait pu poser d'autres questions. Chapitre 5. Le château de la connaissance. Le chevalier, Écureuil et Rebecca reprirent leur marche sur le chemin de la vérité en direction du château de la connaissance. Ils ne s'arrêtèrent que 2 fois ce jour-là, une pour manger, l'autre pour que le chevalier rase sa barbe hirsute et coupe ses longs cheveux avec le bord tranchant de son gantelet. Cela fait, il eut bien meilleure allure et se sentit beaucoup mieux, avec une impression de liberté qu'il n'avait jamais connue. Débarrassé de son aume, il pouvait manger des noisettes sans l'aide d'écureuil. Il avait apprécié cette technique de survie, mais ne la trouvait quand même pas vraiment agréable. Il pouvait aussi se nourrir lui-même des baies et des racines auxquelles il s'était accoutumé. Il avait décidé de ne plus jamais manger ni pigeon, ni de volaille, ni de viande, parce qu'il aurait eu l'impression, s'il le faisait, d'avoir des amis pour dîner. Juste avant la tombée de la nuit, le trio, qui arrivait péniblement au sommet de la colline, aperçut dans le lointain le château de la connaissance. Celui-ci était plus imposant que le château du silence. Ses portes étaient en or massif. C'était le plus grand château que le chevalier eût jamais vu, encore plus grand que celui que le roi s'était fait construire. En contemplant l'impressionnant édifice, le chevalier se demanda qui pouvait bien en être l'architecte. À l'instant même, ses pensées furent interrompues par la voix de Sam, l'architecte du château de la connaissance et l'univers lui-même, la source de toute connaissance. Le chevalier fut surpris, mais heureux d'entendre de nouveau Sam. « Je suis content que tu sois revenu, lui dit-il. En réalité, je ne suis jamais parti, répliqua Sam. Souviens-toi que je suis toi. S'il te plaît, ne recommençons pas cette histoire. Comment me trouves-tu maintenant que je me suis rasé et coupé les cheveux? Pour une fois que tu ne coupes pas les cheveux en 4, répondit Sam. Le chevalier rit de la plaisanterie de Sam. Il aimait son sens de l'humour. Si le château de la connaissance était de la même veine que le château du silence, il apprécierait certainement sa compagnie. Le chevalier, Écureuil et Rebecca traversèrent le pont-levis, franchissant le fossé, et s'arrêtèrent devant la porte d'or. Le chevalier prit la clé accrochée à son cou et l'introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte, il demanda à Rebecca et Écureuil s'ils allaient le laisser seul, comme la fois précédente. « Non, répondit Rebecca, le silence est pour un seul, la connaissance pour tous. » Le chevalier demanda pourquoi le mot pigeon était utilisé pour désigner une personne crédule. Tous trois passèrent la porte et se retrouvèrent dans une obscurité si dense que le chevalier ne distinguait même pas sa propre main. Il chercha à tâtons les torches habituellement placées près de la porte pour éclairer le chemin, mais il n'y en avait aucune. Un château avec une porte en or et pas de torches? Même les châteaux les plus pauvres de la région ont des torches, grommela-t-il quand l'écureuil l'appela. Après s'être dirigé à tâtons jusqu'à lui, il vit qu'il indiquait une inscription inscrite sur le mur en lettres brillantes. Il lut « La connaissance est la lumière qui permet de trouver son chemin ».
Ah, j'aimerais mieux une torche, pensa le chevalier, mais le maître de ce château est très fort pour se faire baisser les factures d'éclairage. Sam prit la parole. Cela signifie que plus on sait, plus il fait clair. Sam, je parie que tu as raison, s'exclama le chevalier, et une faible lueur glissa dans la pièce. À ce moment-là, Écureuil appela de nouveau le chevalier, lui demandant de le rejoindre. Il avait trouvé une autre inscription gravée sur le mur qui disait « Aurais-tu confondu besoin et amour ?» Encore troublé, le chevalier marmonna. « Je suppose que je dois trouver la réponse pour avoir davantage de lumière. » « Tu comprends vite, dit Sam, auquel le chevalier répondit en grognant. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Ce que je veux, c'est trouver le moyen de traverser rapidement ce château pour parvenir au sommet de la montagne. Ce qu'il te faut apprendre ici, c'est peut-être que tu as tout ton temps, suggéra Rebecca. Le chevalier, n'étant pas d'humeur réceptive, ne voulut pas écouter cette philosophie. Un moment, il envisagea de plonger dans l'obscurité du château et d'essayer de s'en tirer ainsi. Mais les ténèbres n'étaient guère engageantes et, sans son épée, il avait peur. Apparemment, il n'avait donc pas le choix, sinon de comprendre le sens de l'inscription. Il soupira et s'assit en face d'elle. Il la relut. « Aurais-tu confondu besoin et amour ?» Le chevalier était certain d'aimer Juliette et Christophe, tout en étant obligé de reconnaître qu'il aimait davantage Juliette avant qu'elle ne se mette à se coucher sous les tonneaux de vin pour en vider leur contenu. Sam dit « Oui, tu aimais Juliette et Christophe, mais n'avais-tu pas également besoin d'eux ?»« Je suppose que oui, » reconnut le chevalier. Il avait eu besoin de toute la beauté que Juliette, par son esprit vif et ses belles poésies, ajoutait à sa vie. Il avait aussi eu besoin de ses gentillesses, comme les invitations qu'elle avait adressées pour lui redonner courage alors qu'il s'était trouvé coincé dans son armure. Il songea au moment où, ses affaires tournant au ralenti, il n'avait pu se permettre d'acheter de nouveaux vêtements ou d'employer des servantes. Juliette avait confectionné de jolis habits pour toute la famille et préparé de délicieux repas pour le chevalier et ses amis. Il pensa qu'elle tenait le château très propre. Il faut dire qu'il lui avait donné de nombreux châteaux à tenir propres. Souvent, quand il était revenu, ruiné d'une croisade, ils avaient dû déménager pour en prendre un moins cher. Il avait laissé Juliette assurer seule la plupart des déménagements, préférant se rendre à quelques tournois. Il se souvint de sa lassitude lorsqu'elle transportait leurs biens de château en château et de sa tristesse quand elle n'avait plus réussi à le toucher à cause de son armure. N'est-ce pas à ce moment-là qu'elle a commencé à se coucher sous les tonneaux de vin demanda Sam d'une voix douce. Le chevalier acquiesça et les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Puis une terrible pensée lui vint à l'esprit. Il n'avait pas voulu se condamner pour ce qu'il avait fait. Il avait préféré condamner Juliette pour tout le vin qu'elle buvait. Au fond, il avait besoin qu'elle boive pour pouvoir dire que tout était de sa faute, y compris le fait qu'il était coincé dans son armure. Alors qu'il prenait conscience de sa mauvaise conduite envers Juliette, les larmes se mirent à couler sur son visage. Oui, il avait davantage eu besoin d'elle que ce qu'il l'avait aimée. Il aurait préféré l'avoir aimée davantage et avoir eu moins besoin d'elle, mais il ne savait pas comment. En continuant à pleurer, il s'aperçut qu'il avait également eu besoin de Christophe, plus qu'il ne l'avait aimé. Un chevalier a besoin d'un fils qui puisse aller se battre en son nom lorsqu'il vieillit. Cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Christophe, car il aimait la beauté blonde de son fils. Il aimait l'entendre dire « Je t'aime, papa ». Mais ces choses qu'il aimait chez Christophe avaient créé un besoin en lui. En un flash éblouissant, une pensée jaillit à l'esprit du chevalier. Il avait eu besoin de l'amour de Juliette et de Christophe parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il avait eu besoin de l'amour de toutes ces demoiselles qu'il avait sauvées du dragon et de tous les gens pour lesquels il s'était battu dans les croisades parce qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il pleura encore plus amèrement, se rendant compte que s'il ne s'aimait pas lui-même, il ne pouvait pas aimer les autres, car le besoin qu'il avait d'eux se mettrait toujours en travers. Au moment où cette idée s'imposa à lui, une brillante lumière apparut tout autour de lui, là où auparavant régnait l'obscurité. Une main douce toucha son épaule. Levant les yeux à travers ses larmes, il vit Merlin lui sourire. « Tu as découvert une grande vérité, dit le magicien au chevalier. Tu ne peux aimer les autres que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. »« Mais comment puis-je m'aimer moi-même » demanda le chevalier. « Tu viens juste de commencer, en sachant ce que tu sais, » dit Merlin. « Je sais que je suis un imbécile, » dit le chevalier en sanglotant. « Non, tu connais la vérité, et la vérité
est amour. Cette phrase réconforta le chevalier qui cessa de pleurer. Quand ses yeux furent secs, il remarqua la lumière qui l'entourait. Elle ne ressemblait à aucune autre, elle semblait venir de nulle part et en même temps de partout. Merlin fit écho à la pensée du chevalier. Il n'y a rien de plus beau que la lumière de la connaissance de soi. Le chevalier regarda la lumière autour de lui, puis l'obscurité plus loin. Pour vous, il n'y a pas d'obscurité dans ce château, n'est-ce pas ? Non, répondit Merlin, il n'y en a plus. Encouragé, le chevalier se remit sur ses pieds, prêt à continuer. Il remercia Merlin de s'être monté sans qu'il l'ait appelé. C'est très bien, dit le magicien. On ne sait pas toujours à quel moment il faut demander de l'aide. En disant ces mots, il disparut. Quand le chevalier allait se remettre en route, Rebecca vola hors de l'obscurité qui était devant lui. « Oh, dit-elle, toute excitée, j'ai quelque chose à te montrer. » Le chevalier n'avait jamais vu Rebecca aussi agitée. Elle, qui était généralement très calme, sautillait sur son épaule et se contenait à grand-peine. Elle conduisit le chevalier et Écureuil devant un grand miroir. « C'est là !» Elle pépia à tue-tête et ses yeux brillaient d'enthousiasme. Le chevalier fut déçu. « Ce n'est qu'un vieux miroir minable, dit-il avec impatience. Allons, continuons. » « Mais ce n'est pas un miroir ordinaire, insista Rebecca. Il ne montre pas ce dont on a l'air, il montre ce que l'on est réellement. » Le chevalier fit intriguer, mais pas très enthousiaste. Il ne s'était jamais soucié des miroirs parce qu'il ne s'était jamais trouvé beau. Mais Rebecca insistait tellement qu'à contre-cœur, il se planta devant la glace. À sa grande surprise, au lieu d'un homme grand avec des yeux tristes et un long nez engoncé jusqu'au cou dans une armure, il vit un individu charmant et vivant, dont les yeux brillaient de compassion et d'amour. « Qui est-ce » demanda-t-il. Écureuil répondit. « C'est toi. » « Ce miroir, c'est un menteur, dit le chevalier, je ne suis pas comme ça. »« Tu es en train de voir le véritable toi, expliqua Sam, celui qui vit sous ton armure. »« Mais, protesta le chevalier, regardant le miroir de plus près, cet homme est un spécimen parfait. Son visage reflète la beauté et l'innocence. »« C'est là ton potentiel, répondit Sam. Beauté, innocence et perfection. »« Si c'est là mon potentiel, dit le chevalier, il s'est passé quelque chose de terrible qui m'a empêché d'arriver jusqu'à lui. »« Oui, répondit Sam, tu as mis une armure invisible entre toi et tes véritables sentiments. Elle est là depuis si longtemps qu'elle est devenue visible et permanente. »« Il est bien possible que j'ai caché mes sentiments, reconnut le chevalier, mais je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, ni faire tout ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'aurait aimé. » En disant ce mot, le chevalier s'arrêta net. Il venait de prendre conscience qu'il s'était conduit toute sa vie de façon à être aimé des autres. Il pensa aux croisades auxquelles il avait participé, aux dragons qu'il avait tués et aux demoiselles qu'il avait sauvées de la détresse. Tout cela pour prouver qu'il était bon, gentil et plein d'amour. En vérité, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était bon, gentil et plein d'amour. « Nom d'un javelot sauteur !» s'exclama-t-il. « J'ai gâché ma vie. » « Non, dit Sam aussitôt, tu ne l'as pas gâché, il t'a simplement fallu du temps pour apprendre ce que tu viens d'apprendre. »« J'ai encore envie de pleurer, dit le chevalier. »« Ah là oui, tu perdrais ton temps, affirma Sam. Il se mit à chanter cette petite mélodie. Les larmes de l'apitoiement sur soi-même finissent en dégoût pour sûr. Ce ne sont pas celles-là qui feront rouiller une armure. » Le chevalier n'était pas d'humeur à apprécier la chanson ou l'humour de Sam. « Arrête avec ces vers assommants ou je te mets dehors, hurla-t-il. « Tu ne peux pas me mettre dehors, gloussa Sam. Je suis toi. Aurais-tu oublié ?» À cet instant, le chevalier se serait volontiers tiré un coup de fusil pour se débarrasser de Sam, mais heureusement les fusils n'avaient pas encore été inventés. Il ne voyait aucun moyen de lui échapper. Il regarda de nouveau dans le miroir, qui lui renvoyait gentillesse, amour, compassion, intelligence et altruisme. Il comprit que tout ce qu'il avait à faire pour disposer de ces qualités était de les récupérer, car elles étaient siennes depuis toujours. À cette pensée, la magnifique lumière brilla de nouveau, plus claire encore qu'auparavant. Elle illuminait toute la pièce, révélant à la surprise du chevalier que le château n'avait qu'une seule salle gigantesque. « C'est le plan typique d'un château de la connaissance, dit Sam. La véritable connaissance n'est pas compartimentée parce qu'elle provient entièrement d'une vérité unique. » Le chevalier hocha la tête en signe d'assentiment. Au moment où il allait partir, Écureuil arriva en courant. « Le château a une cour avec un grand pommier au milieu. »« Oh,
Montre-moi, dit le chevalier avec empressement, car il commençait à être affamé. Avec Rebecca, il suivit Écureuil dans la cour, les branches robustes du grand arbre pliées sous le poids des pommes les plus rouges, les plus brillantes que le chevalier eût jamais vues. « Comment trouves-tu ces pommes » dit Sam d'un ton sarcastique. Le chevalier se surprit à rire tout bas, puis il remarqua une inscription sculptée sur une dalle de pierre à côté de l'arbre. « Pour ces fruits, je n'impose aucune condition, mais il te faut apprendre sur l'ambition. » Le chevalier réfléchit sur cette sentence, mais très franchement, il n'avait aucune idée de ce qu'elle signifiait. Finalement, il décida de l'oublier. « Si tu fais ça, nous ne sortirons jamais d'ici, » dit Sam avec fermeté. Le chevalier soupira, cueillit une pomme, puis s'assit sous l'arbre avec Rebecca et Écureuil. « Comprenez-vous celle-là » leur demanda-t-il. Écureuil fit non de la tête. Le chevalier regarda Rebecca qui fit également non de la tête. « Mais je sais, dit-elle d'un air pensif, que je n'ai aucune ambition. »« Moi non plus, intervint Écureuil, et je parie que cet arbre n'en a pas non plus. »« Il a compris, dit Rebecca. L'arbre est comme nous, il n'a pas d'ambition, peut-être n'en a-t-on nullement besoin. » C'est vrai pour les arbres et les animaux, dit le chevalier, mais comment serait un homme sans ambition ? Heureux, fit entendre Sam. Non, je ne crois pas. Vous avez tous raison, dit une voix familière. Se retournant, le chevalier vit Merlin derrière lui et les animaux. Le magicien, vêtu de sa longue robe blanche, portait un luth. J'étais prêt à vous appeler, dit le chevalier. Je sais, répondit le magicien. Tout le monde a besoin d'aide pour comprendre un arbre. Les arbres sont contents d'être des arbres, tout comme Rebecca et Écureuil sont contents d'être ce qu'ils sont. Mais les êtres humains sont différents, protesta le chevalier. Ils ont un esprit. Nous aussi, nous avons un esprit, déclara l'Écureuil quelque peu vexé. Désolé, la différence est que les êtres humains ont un esprit très compliqué qui les pousse à vouloir devenir meilleurs, expliqua le chevalier. Meilleur que quoi ? Demanda Merlin, jouant nonchalamment quelques notes sur son luth. Meilleurs que ce qu'ils sont, répondit le chevalier. Ils naissent beaux, innocents et parfaits. En quoi pourraient-ils être meilleurs ? Demanda Merlin. Je veux dire qu'ils veulent être meilleurs que ce qu'ils croient être est meilleur que les autres. Vous savez, j'ai toujours voulu être le meilleur chevalier du royaume. Ah oui, dit Merlin, tout esprit compliqué a de l'ambition, et à cause de cette ambition, tu as voulu prouver que tu étais le meilleur que les autres chevaliers. Qu'y a-t-il de mal là-dedans ? Demanda le chevalier sur la défensive. Comment pourrais-tu être meilleur que les autres chevaliers puisque vous êtes tous nés beaux, innocents et parfaits ? J'étais heureux d'essayer, répliqua le chevalier. Vraiment ? Ou bien étais-tu tellement occupé à essayer de devenir que tu ne pouvais apprécier d'être ? Vous mélangez tout, grommela le chevalier. Les gens ont besoin d'ambition. Ils veulent être intelligents, avoir de beaux châteaux et pouvoir échanger leur cheval de l'année passée contre un nouveau. Ils veulent avancer. Maintenant, tu dis que l'homme a envie d'être riche, mais si quelqu'un est gentil, plein d'amour, compatissant, intelligent et altruiste, en quoi pourrait-il être plus riche ? Mais ces richesses ne permettent pas d'acheter des châteaux et des chevaux, objecta le chevalier. C'est exact, dit Merlin avec un sourire, mais il n'y a pas qu'une seule sorte de richesse, tout comme il n'y a pas qu'une seule sorte d'ambition. Il me semble que l'ambition est l'ambition, que vous vouliez avancer ou non. Il y a autre chose, répondit le magicien. L'ambition, qui vient de l'esprit, peut procurer de beaux châteaux et de beaux chevaux. Seule l'ambition qui vient du cœur peut aussi apporter le bonheur. Mais, qu'est-ce que l'ambition qui vient du cœur ? Demanda le chevalier. L'ambition venue du cœur est pure. Elle n'entre en compétition avec personne et ne fait de tort à personne. Elle est au service d'un être humain bien précis, en même temps qu'au service de tous. Comment ? Demanda le chevalier, effectuant de grands efforts pour comprendre. Merlin expliqua. C'est là que nous pouvons apprendre de ce pommier. Il est beau, épanoui et porte de bons fruits qu'il donne librement à tous. Plus les gens cueillent de pommes, plus l'arbre pousse et plus il est beau. Il fait exactement ce que les pommiers sont supposés faire. Il réalise son potentiel au bénéfice de tous. Il peut en être de même avec les êtres humains quand leur ambition vient du cœur. Mais, objecta le chevalier, si je reste assis toute la journée à distribuer gratuitement des pommes, je n'arriverai jamais à avoir un beau château et à remplacer mon vieux cheval.
Comme la plupart des gens, tu veux avoir beaucoup de jolies choses, mais il est nécessaire de distinguer le besoin de l'envie. » Allez dire cela à une femme qui réclame un château dans un quartier plus chic, rétorqua le chevalier. Une lueur d'amusement passa sur le visage de Merlin. Tu pourrais vendre une partie de tes pommes pour te payer un nouveau château et un nouveau cheval. Ensuite, tu distribuerais les pommes dont tu n'as pas besoin pour nourrir ceux qui ont faim. C'est plus facile pour les arbres que pour les humains, dans ce monde, déclara le chevalier avec philosophie. Tout est une question de point de vue, dit Merlin. Tu reçois la même énergie vitale que l'arbre. Tu utilises la même eau, le même air et la même nourriture tirée de la terre. Je t'assure que si tu apprends ce que l'arbre peut t'enseigner, tu pourras aussi produire les fruits prévus pour toi par la nature. Et tu auras vite les châteaux que tu désires, et les chevaux. Vous voulez dire que je pourrais avoir tout ce que je veux en me contentant de prendre racine et de rester dans ma cour ? Demanda le chevalier d'un ton railleur. Merlin rit. Les êtres humains ont été dotés de 2 pieds de façon à ne pas être obligés de rester toujours à la même place. Mais s'ils voulaient bien rester plus souvent tranquilles pour accepter et apprécier ce qu'ils ont au lieu de toujours courir après quelque chose d'autre, ils comprendraient certainement l'ambition venue du cœur. Le chevalier resta assis tranquillement à méditer les paroles de Merlin. Il observa le pommier épanoui devant lui. De celui-ci, son regard passait à Écureuil, à Rebecca et à Merlin. Ni l'arbre ni les animaux n'avaient d'ambition et celle de Merlin venait visiblement du cœur. Ils avaient tous l'air heureux et bien nourris, tous étaient de beaux représentants de la vie. Puis il s'observa, sa maigreur, sa barbe redevenue hirsute. Il était mal nourri, nerveux et épuisé de traîner sa lourde armure. Tout cela, il l'avait acquis grâce à son ambition venue de l'esprit. Tout cela, il savait maintenant qu'il devait le changer. L'idée lui faisait peur, mais de toute façon, il avait déjà tout perdu. Que pouvait-il perdre de plus ? À partir de maintenant, mon ambition viendra du cœur, promit-il. Comme il prononçait ces mots, le château et Merlin disparurent. Il se retrouva sur le chemin de la vérité en compagnie de Rebecca et d'Écureuil. Le long du sentier, un ruisseau scintillait. Assoiffé, il s'agenouilla pour boire et remarqua avec surprise que l'armure qui recouvrait ses bras et ses jambes avait rouillé et était tombée. Sa barbe était de nouveau très longue. Assurément, le château de la connaissance comme celui du silence lui avait joué des tours avec le temps. Le chevalier médita sur ce singulier phénomène et comprit rapidement que Merlin avait raison. Il se rendit compte que le temps passe vite quand on s'écoute soi-même. Il se souvint combien il lui paraissait long, très long, quand il avait besoin d'autrui pour le remplir. Débarrassé de toute son armure, à l'exception de sa cuirasse, le chevalier se sentait plus léger et plus jeune que jamais. Il s'aperçut également qu'il s'aimait davantage que dans le passé. D'un pas ferme, tel un jeune homme, il se mit en route pour le château de la volonté et de l'audace, avec Rebecca volant au-dessus de lui et Écureuil sautillant à ses pieds. Chapitre 6. Le château de la volonté et de l'audace. Le lendemain, au crépuscule, l'invraisemblable trio arriva au dernier château. Il était plus grand que les 2 autres et ses murs paraissaient plus épais. Certain de traverser bientôt aussi celui-là, le chevalier s'engagea sur le pont-levis avec les animaux. Lorsqu'ils furent à mi-chemin, la porte s'ouvrit brusquement et il en sortit un dragon énorme, menaçant, crochant du feu, recouvert d'écailles vertes et brillantes. Stupéfait, le chevalier s'arrêta net. Il avait vu dans le temps un certain nombre de dragons, mais celui-ci les battait tous. Il était énorme. Des flammes jaillissaient non seulement de sa bouche, mais aussi de ses yeux et de ses oreilles. Pour aggraver encore les choses, ces flammes bleues indiquaient un taux de butane élevé. Le chevalier tendit la main pour saisir son épée, mais sa main ne trouva que le vide. Il se mit à trembler. D'une voix rauque, méconnaissable, il s'appela Merlin pour lui demander de l'aide, mais à sa grande déception, le magicien ne se montra pas. « Pourquoi ne vient-il pas ?» demanda anxieusement le chevalier, effectuant un bond de côté pour éviter un jet de flamme bleue éructé par le monstre. « Je ne sais pas, » répondit l'écureuil. « D'habitude, on peut compter sur lui. » Rebecca, qui était assise sur une épaule du chevalier, dressa la tête et écouta. « D'après ce que j'entends, Merlin est à Paris, à un congrès de magiciens. »« Il ne peut pas me laisser tomber maintenant, » se dit le chevalier. « Il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de dragon sur le chemin de la vérité. » Il parlait des dragons ordinaires, rugit le monstre d'une voix retentissante qui secoua les arbres et faillit faire tomber Rebecca de l'épaule du chevalier. La situation paraissait critique.
Un dragon qui pouvait lire dans la tête des gens était certainement de la pire espèce, mais le chevalier se força à cesser de trembler. De la voix la plus forte et la plus sonore qu'il put, il hurla. « Va-t'en de mon chemin, espèce d'énorme bec benzène !» La bête, reniflant de colère, cracha du feu dans toutes les directions. Bien envoyé pour un petit froussard. Le chevalier, ne sachant qu'entreprendre, tenta de gagner du temps. « Que fais-tu dans le château de la volonté et de l'audace » demanda-t-il. « Quel meilleur endroit pourrais-je trouver pour vivre? Je suis le dragon de la peur et du doute. » Le chevalier dut admettre qu'il était bien nommé. La peur et le doute étaient exactement ce qu'il ressentait. Le dragon rugit de nouveau. « Je suis là pour mettre à la porte ceux qui se croient trop malins et s'imaginent pouvoir écraser les autres simplement parce qu'ils ont traversé avec succès le château de la volonté et de l'audace. » Rebecca murmura à l'oreille du chevalier. « Merlin a dit un jour que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. »« Le crois-tu » demanda le chevalier toujours à voix basse. « Oui, » répondit Rebecca d'un ton convaincu. « Alors, occupe-toi de ce joyeux lanceur de flammes. » Le chevalier fit demi-tour et battit rapidement en retraite de l'autre côté du pont-levis. « Oh, oh, oh » dit le dragon en riant. « Il s'en fallut de peu que son dernier « oh » ne mette le feu aux choses du chevalier. »« Abandonnerais-tu après être allé si loin » demanda Écureuil, tandis que le chevalier se brossait le postérieur afin de faire tomber les étincelles. « Je sais pas » répondit le chevalier. « Je me suis habitué à certains petits luxes tels que la vie. » Ça m'intervint. « Comment espères-tu vivre en ta propre compagnie si tu n'as ni la volonté ni l'audace de mettre à l'épreuve ta connaissance de toi-même? Crois-tu, toi aussi, que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute » demanda le chevalier. « Certainement, la connaissance de soi est la vérité. Or, tu le sais, il a été dit que la vérité est plus puissante que le glaive. »« Je le sais, mais quelqu'un l'a-t-il jamais prouvé et vécu » ergota le chevalier. À peine eut-il prononcé ces mots que ce qu'il venait d'apprendre lui revint en mémoire. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était né bon, gentil et plein d'amour. Il n'avait donc aucune raison d'être en proie à la peur et au doute. Le dragon n'était qu'une illusion. Le chevalier regarda de l'autre côté du pont-levis. Le monstre grattait le sol et mettait le feu à quelques buissons voisins, sans doute en guise d'entraînement. Avec l'idée que le dragon n'existait que dans la mesure où il croyait à son existence, le chevalier prit une profonde inspiration et retraversa lentement le pont-levis. Le dragon, bien évidemment, vint de nouveau à sa rencontre, en reniflant de colère et en crachant du feu. Cette fois, le chevalier continua à avancer, mais son courage se mit bien vite à fondre, tout comme sa barbe, à la chaleur des flammes. Avec un cri d'angoisse, il fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes. Le dragon partit d'un puissant éclat de rire et lança un flot de flammes qui marquèrent au fer rouge le chevalier battant en retraite. Avec un hurlement de douleur, celui-ci traversa en courant le pont-levis, Écureuil et Rebecca sur les talons. Repérant un ruisseau, il y précipita son postérieur roussi dans l'eau froide. Les flammes s'éteignirent dans un sifflement. Écureuil et Rebecca, depuis la rive, tentaient de le réconforter. « Tu as été très courageux, » dit Écureuil. « Pas trop mal pour un premier essai, » ajouta Rebecca, stupéfait. Le chevalier leva les yeux de l'endroit où il était assis. « Que veux-tu dire par un premier essai ?» Écureuil expliqua d'un ton prosaïque. « Tu feras mieux quand tu y retourneras. » Le chevalier furieux répéta. « Tu y retourneras. »« Souviens-toi, le dragon n'était qu'une illusion, » dit Rebecca. « Et le feu sortant de sa gueule, c'était aussi une illusion ?»« Exactement, » répondit Rebecca. « Le feu était aussi une illusion. »« Alors pourquoi suis-je assis dans ce ruisseau avec les fesses brûlées ?» demanda le chevalier. « Parce que tu as rendu le feu réel en croyant que le dragon était réel, » expliqua Rebecca. « Si tu crois que le dragon de la peur et du doute est réel, tu lui donnes le pouvoir de te brûler les fesses, ou n'importe quoi d'autre, » dit Écureuil. « Ils ont raison, » ajouta Sam. « Il faut que tu y retournes et que tu affrontes le dragon une bonne fois pour toutes. » Le chevalier eut l'impression d'être mis au pied du mur. Ils étaient à 3 contre 1. Plutôt, ils étaient 2,5 contre 1,5, car Sam, une moitié de lui, était d'accord avec Écureuil et Rebecca, tandis que l'autre moitié de lui voulait rester dans le ruisseau. Comme il luttait contre son courage fléchissant, il entendit Sam dire « Dieu a donné le courage à l'homme. Le courage donne Dieu à l'homme. » Je suis fatiguée de chercher le sens des choses. Je préférerais rester assis là, dans le ruisseau, à me détendre.
Réfléchis bien, l'encouragea Sam. Si tu affrontes le dragon, tu risques de te faire tuer. Mais si tu n'affrontes pas, tu es certain de te faire tuer. C'est facile de prendre une décision quand il n'y a vraiment aucune autre alternative, dit le chevalier à contre-cœur. Il se remit péniblement debout, prit une profonde inspiration et une fois de plus s'engagea sur le pont-levis. Le dragon le regarda d'un air incrédule. Ah, le gars devait être têtu. Ah, de retour, renifla-t-il. Cette fois, je vais te brûler pour de bon. Mais c'était un autre chevalier qui s'avançait maintenant vers le dragon. Un chevalier qui se répétait en chantant « La peur et le doute sont des illusions ». Le dragon le bombarda de flammes gigantesques, crépitantes, encore et encore, mais bien qu'il fit les plus grands efforts, il ne parvint pas à le brûler. Le chevalier continua à avancer, et le dragon devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être guère plus grand qu'une grenouille. Ses flammes s'éteignirent. Il se mit à cracher de petites graines sur le chevalier, mais ces graines, les graines du doute, n'arrêtèrent pas non plus ce dernier qui continuait d'avancer d'un air décidé. Le dragon devint plus petit. « J'ai gagné !» s'écria le chevalier victorieusement. Le dragon pouvait à peine parler. « Pour cette fois peut-être, mais je reviendrai sans cesse me mettre en travers de ton chemin. » Là-dessus, il disparut dans un nuage de fumée bleue. « Reviens quand tu veux, lui cria le chevalier. De chacune de nos rencontres, je sortirai plus fort, et toi, plus faible. Rebecca s'envola et atterrit sur l'épaule du chevalier. « Tu vois, j'avais raison, la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. » « Si tu le croyais vraiment, pourquoi ne l'as-tu pas affronté avec moi ?» demanda le chevalier qui ne se sentait plus inférieur à son ami à plumes. Rebecca ébouriffa ses plumes. « Je ne voulais pas intervenir, c'est ton voyage. » Amusé, le chevalier tendit la main vers la porte du château, mais le château de la volonté et de l'audace avait disparu. Ça m'expliqua. « Tu n'as pas besoin d'apprendre la volonté et l'audace puisque tu viens d'en faire la preuve. » Le chevalier retira la main, riant d'une joie pure. Il voyait le sommet de la montagne. Le chemin lui sembla beaucoup plus raide qu'il ne l'avait été jusque-là, mais cela lui importait peu. Il savait que désormais, plus rien ne l'arrêterait. Chapitre 7. Le pic de la vérité. Un pied après l'autre, une main après l'autre, le chevalier escaladait, les doigts écorchés à force de s'agripper sur des rochers coupants. Tout près du sommet, il buta sur un immense bloc de pierre qui lui barrait le chemin et qui portait, il n'en fut guère surpris, une inscription gravée. Dans cet univers, je ne suis propriétaire de rien. Je ne possède pas la moindre chose car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Le chevalier était trop épuisé pour franchir ce dernier obstacle. Il lui semblait impossible de déchiffrer l'inscription tout en continuant son escalade, mais il savait qu'il lui fallait essayer. Écureuil et Rebecca furent tentés de lui offrir leur sympathie, mais s'en retinrent aussitôt, sachant que la sympathie peut affaiblir un être humain. Le chevalier prit une profonde inspiration, ce qui parfois lui éclaircissait les idées, puis il lut la dernière partie de l'inscription à voix haute. « Car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. » Le chevalier réfléchit à certains de ces connus auxquels il s'était accroché toute sa vie. Il y avait son identité, ce qu'il pensait être et ce qu'il pensait ne pas être. Il y avait ses croyances, les choses qu'il croyait vraies et celles qu'il croyait fausses. Il y avait ses jugements, les choses qu'il tenait pour bonnes et celles qu'il tenait pour mauvaises. Il regarda le rocher et une horrible pensée lui vint à l'esprit. Le rocher qu'il escaladait pour sauver sa chère vie appartenait lui aussi au connu. L'inscription signifiait-elle qu'il devait tout lâcher et se laisser tomber dans les abysses de l'inconnu ? « Tu as bien compris, chevalier, dit Sam. Tu dois tout lâcher. »« Que cherches-tu à faire ? À nous tuer tous les deux » hurla le chevalier. « En réalité, nous sommes déjà en train de mourir, dit Sam. Regarde-toi, tu es si maigre qu'on pourrait te glisser sous une porte et tu es rempli de tension et de peur. »« J'ai un peu moins peur que d'habitude, objecta le chevalier. Dans ce cas, lâche tout et confiance, dit Sam. Et confiance en qui ? Rétorqua le chevalier vivement. Il ne voulait plus de la philosophie de Sam. Pas de qui, répondit Sam. Ce n'est pas un qui, mais un quoi. Un quoi ? Demanda le chevalier. Oui, dit Sam, un quoi ? La vie, l'énergie, l'univers, Dieu, suivant le nom que tu lui donnes.
chevalier jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour regarder l'abîme insondable qu'il dominait. « Abandonne-toi » murmura Sam d'un ton pressant. Le chevalier semblait ne plus avoir le choix. Il perdait ses forces à chaque instant, et là où il s'agrippait au rocher, le sang suintait maintenant du bout de ses doigts. Se croyant près de mourir, il s'abandonna et plongea dans la profondeur infinie de ses souvenirs. Il se souvint de tous les reproches adressés à sa mère, à son père, à ses professeurs, à sa femme, à son fils, à ses amis et à tous les autres. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans le vide, il abandonnait tous les jugements qu'il avait contre lui-même. Il tombait de plus en plus vite. Comme son esprit descendait dans son cœur, il fut pris de vertige. Puis, pour la première fois, il vit clairement, sans la juger ni l'excuser, l'existence qu'il avait menée. Il accepta alors l'entière responsabilité de sa vie, de l'influence que les autres avaient eue sur lui, des événements qui avaient contribué à le former. À partir de ce moment, il cessa de condamner ses erreurs et ses malheurs en les attribuant à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur à lui. La prise de conscience qu'il était la cause et non l'effet lui donna une sensation de puissance. Désormais, il était délivré de la peur. Un sentiment inhabituel de calme s'empara de lui et une chose étrange se produisit. Il se mit à tomber vers le haut. Oui, bien que la chose parût impossible, il tombait vers le haut et il sortit de l'abîme. En même temps, il se sentait toujours relié à ce qui était au plus profond de lui, au centre même de la terre. Il continua à tomber de plus en plus haut, conscient d'être relié à la fois au ciel et à la terre. Tout à coup, il cessa de tomber et se retrouva debout au sommet de la montagne. Il avait compris en sa totalité l'inscription sur le rocher. Il avait abandonné tout ce qu'il redoutait, tout ce qu'il avait su et ce qu'il avait possédé. Sa volonté d'embrasser l'inconnu l'avait libéré. Maintenant, l'univers était à lui, pour qu'il le reconnaisse et l'apprécie. Debout au sommet de la montagne, il respira profondément. Un sentiment de bien-être l'envahit. L'enchantement de voir, d'entendre et de sentir l'univers qui l'entourait lui donna le vertige. Avant, la peur de l'inconnu émoussait ses sens, mais maintenant, il ressentait la moindre chose avec une clarté à couper le souffle. La chaleur du soleil de l'après-midi, le bruissement du doux air de la montagne, la beauté des formes et des couleurs de la nature dans un paysage s'étendant à perte de vue, le remplissait d'un bonheur indicible. Son cœur débordait d'amour pour lui, pour Juliette et Christophe, pour Merlin, pour Écureuil et Rebecca, pour ce merveilleux univers tout entier. Écureuil et Rebecca virent le chevalier tomber à genoux, pleurant de gratitude. « J'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées, pensa-t-il. Les larmes coulaient le long de ses joues, à travers sa barbe et jusque sa cuirasse. Comme elles venaient de son cœur, elles étaient extraordinairement chaudes, et elles firent rapidement fondre le reste de son armure. Le chevalier pleurait de joie. Plus jamais il ne revêtirait son armure pour galoper dans toutes les directions. Plus jamais les gens, en voyant le reflet brillant de l'acier, ne penseraient que le soleil se levait au nord ou se couchait à l'est. Il sourit à travers ses larmes, sans s'apercevoir qu'une lumière rayonnante nouvelle émanait de lui. Une lumière beaucoup plus belle que son armure, dans son plus bel éclat. Scintillante comme un ruisseau, brillante comme la lune, étincelante comme le soleil. Car le chevalier était le ruisseau, il était la lune, il était le soleil, il pouvait être toutes ces choses en même temps. Et plus encore, car il ne faisait qu'un avec l'univers. Il était amour.